Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il y a tout juste un an, la bataille entre les États-Unis et l'Europe fait rage. Il est question autant de la défense de l'Ukraine que de droits de douane ou encore de l'acquisition du Groenland et de l'avenir de Gaza. Derrière ces accrochages ces derniers mois, c'est en réalité une véritable bataille idéologique qui se joue. Sur la démocratie comme sur l'économie, on s'interroge sur le modèle à suivre. Il y a quelques semaines, l'économiste Gabriel Zucman, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité, assurait dans une tribune parue dans le journal Le Monde que l'Europe ne décroche pas réellement face aux États-Unis, bien au-delà de ce que disent les chiffres de croissance et de productivité. Parmi ces arguments, l'importance du temps libre en Europe, des émissions de carbone moindres, une plus grande espérance de vie, ainsi que des inégalités plus faibles. Alors l'Express a choisi cette semaine d'analyser le point de vue de Gabriel Zucman. Et l'économiste Antoine Lévy s'oppose à ces constats. La productivité européenne a ralenti par rapport à la productivité américaine. Les salaires ont en conséquence ralenti en Europe de façon relative, ce qui veut dire que les prix des services ou des biens qui dépendent du prix du travail local, comme aller au restaurant ou faire construire sa maison, ont augmenté moins vite qu'aux États-Unis. Mais c'est bien plus le symptôme d'un décrochage de la productivité qu'un phénomène rassurant. Le fait même qu'aller au restaurant à Paris soit moins onéreux qu'à New York est la conséquence de cet écart grandissant en termes de productivité et de salaire, de la même manière que cela vous coûte moins cher d'aller au restaurant en Thaïlande ou au Botswana. La stagnation relative en France et en Europe de l'Ouest des coûts des produits locaux n'est que le revers de la médaille de la stagnation de la productivité par rapport aux États-Unis depuis 15 ans. L'économiste met face à face ces deux modèles qui s'affrontent aujourd'hui, par exemple sur la question des inégalités. On touche là une question quasi philosophique. Préfère-t-on une société où le niveau de vie des 5% les plus riches est 4-5 fois plus élevé que celui de ceux qui se situent au niveau médian ? Ou bien une société où le premier est 2 ou 3 fois plus élevé mais où le second est plus faible ? D'un côté, on a une société plus inégalitaire mais plus riche, et de l'autre, une société plus égalitaire et moins riche. Sur ce point, les gens ont des visions différentes en fonction de leurs préférences politiques. Malgré ces constats, Antoine Lévy n'est pas pessimiste. Il assure que la situation n'est pas figée et que l'Europe peut retrouver sa place dans la course. Ces deux économies sont très connectées. Il y a des forces structurelles qui contribueront à les rapprocher, on l'espère, au bénéfice de l'Europe. Des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, peuvent contribuer à ce que celle-ci comble son retard à moyen terme. L'administration qui succédera à Donald Trump pourrait prendre d'autres orientations plus proches du modèle européen. A l'inverse, en Europe, les choix politiques ne sont pas figés dans le marbre. On assiste à une prise de conscience chez les Européens. Ces interrogations sur nos deux modèles et les réussites de chacun, elles ne sont pas nouvelles. Déjà dans les années 90, on se demandait si l'Europe décrochait par rapport aux États-Unis. Je suis Charlotte Baris et je vous propose de revenir sur ce qu'en disait l'Express il y a quelques années. Pour comprendre les tensions qui existent entre ces deux modèles, il faut faire un peu d'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe doit rattraper son retard sur les États-Unis. Et le rattrapage est rapide, notamment grâce à la reconstruction nécessaire pour une grande partie du continent. Dans le même temps, la communauté européenne se développe, avec notamment la fondation de la Communauté économique européenne en 1957. Mais les chocs pétroliers de 1973 et 1979 vont mettre fin aux 30 Glorieuses et fragiliser les économies européennes et dans une moindre mesure américaines. Les États-Unis évoquent aujourd'hui l'hypothèse du rationnement, c'est-à-dire le retour, comme en 1974, au coupon d'essence. Si les Français ne respectaient pas un certain nombre de disciplines en matière de revenus, nous irions à une situation où, à terme, nous ne pourrions pas échapper à l'amputation du pouvoir d'achat. Je fais appel, et nous faisons appel avant tout, à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage. Le décrochage le plus important va se produire à partir des années 90, comme on peut le lire dans l'Express en décembre 1994. En 2 ans, la reprise a généré 5 millions de nouveaux jobs, essentiellement dans les services, et depuis peu de temps dans l'industrie et le bâtiment. Avec un taux de chômage de 5,6% en novembre, contre 12,6% en France, l'économie américaine est proche du plein emploi, voire de la pénurie de main-d'œuvre dans certaines régions. Les États-Unis n'ont pas hésité à utiliser toutes les armes de la politique économique, notamment en pratiquant les taux d'intérêt les plus bas du monde, au détriment de la tenue du dollar.
Un dynamisme qui bénéficie à des pans très précis de l'économie américaine. Les petits boulots seraient-ils la clé du miracle ? Il est clair que le secteur des services concentre l'essentiel des créations d'emplois. Mais il y a services et services. Les activités traditionnelles, restauration, soins, éducation, sécurité, effectivement très dynamiques. Et les services à l'industrie, bureaux d'études, marketing, société informatique, traduction d'une énorme capacité d'innovation et de modernisation. La récession a taillé dans les effectifs de l'industrie, mais les jobs sont apparus ailleurs, en guise de riposte à la crise. Rien à voir avec les petits boulots, il s'agit là d'emplois qualifiés à forte valeur ajoutée. Les grandes unités industrielles ont beaucoup licencié sous l'effet du reengineering et du downsizing, deux concepts très en vogue. On repense l'organisation, la manière de travailler, on supprime les échelons intermédiaires et on fait appel à l'extérieur pour remplir des fonctions, études, publicité, maintenance, autrefois assurées à l'intérieur. En 1997, l'économie mondiale doit faire face à ce qu'on appelle la crise asiatique. La Corée du Sud, elle, vivait à crédit. Aujourd'hui, le pays connaît la plus grave crise de son histoire après 30 ans de croissance. Séoul a dû lancer un appel au secours et reconnaître son état de quasi-faillite. Alors que l'on pensait voir la croissance exploser dans le Pacifique, ce sont finalement les États-Unis qui vont porter l'économie, comme on peut le lire dans l'Express en 1999. La croissance économique des États-Unis a été de 4% en 1998 et a même atteint un rythme annuel de 4,5% au cours du premier trimestre 1999. Le taux de chômage général est inférieur à 4,5%. Les États-Unis entament leur 9e année de croissance. La croissance américaine est alors toujours fondée sur l'innovation technologique. Peut-on considérer que la généralisation de l'usage des ordinateurs, les progrès spectaculaires dans les télécommunications et la mutation économique liée à Internet seraient à l'origine de la création chaque année de centaines de milliers d'emplois à forte valeur ajoutée ? Le renouvellement continu de l'appareil de production et les gains de productivité associés permettraient de stabiliser l'inflation. Autre atout des États-Unis, sa croissance démographique. Une société plus jeune qu'en Europe qui consomme donc plus au lieu d'épargner. Ce dynamisme outre-Atlantique pousse Washington à demander plus d'efforts à son partenaire européen. Aux yeux de l'Amérique, l'Europe ne fait pas son boulot de locomotive mondiale. Les Américains ne se contentent pas d'appeler leur partenaire à une croissance plus forte, ils lui fournissent aussi le mode d'emploi. En évoquant les nécessaires réformes de structure que l'Europe devrait mener à bien, Al Gore, le vice-président américain, songeait aux baisses d'impôts et aux diverses déréglementations qui ont fait le succès de son pays. En moyenne, entre 1994 et 1999, l'Europe des 11 pays de l'euro a connu une croissance de 2,4% par an, les États-Unis de 3,4%. Sur la période 1990-1998, l'investissement en volume des entreprises a augmenté de 63% aux États-Unis contre 12% dans la zone euro, hors France, et une stagnation en France. Alors déjà, dans les années 90, les journalistes de l'Express s'interrogent. Peut-on et veut-on vraiment appliquer le modèle américain à nos économies européennes ? Mais à croissance égale, créerions-nous relativement autant d'emplois ? Ce n'est pas sûr, car les Américains ont fait un choix radicalement inverse de celui des Français. Ils privilégient l'emploi et sacrifient les rémunérations. Quelques exemples, depuis 1981, le salaire minimum n'a pas été revalorisé. Il est aujourd'hui inférieur de moitié au SMIC. Les hommes les plus mal payés gagnent la moitié de leurs homologues italiens. La France protège mieux, mais elle le paie. Enfermée dans un cercle vicieux, elle est condamnée à la productivité, produire plus, avec moins de travailleurs, pour dégager les surplus qui vont financer les chômeurs. Pourtant, les Américains eux-mêmes s'interrogent sur le revers de leur succès. Leur presse abonde en articles très autocritiques, dénonçant la faible amélioration du niveau de vie des Américains comparé à celui des autres pays industrialisés, l'accroissement de la pauvreté et des inégalités de revenus, la faiblesse des salaires. Nombre de chômeurs européens gagnent plus que les employés américains les moins rémunérés. À la fin des années 90, sur le vieux continent, on se demande surtout si la croissance américaine et son modèle pourront durer dans le temps. La croissance américaine des 2 dernières années doit beaucoup à la baisse des taux d'intérêt et au boom de Wall Street, qui donne aux consommateurs américains l'illusion d'un enrichissement qui n'est que de papier, car il n'est pas réalisable par tous. Ensuite, la folie consommatrice des ménages américains les amène à dépenser plus qu'ils ne gagnent, grâce à des crédits massifs, ce qui a pour effet un taux d'épargne des ménages négatif. En cas de retournement de la bourse, la machine à crédit s'arrêterait, ce qui pourrait produire un choc sur la consommation.
Enfin, le déficit s'aggrave au risque de déclencher la méfiance des investisseurs internationaux. Un modèle analysé depuis des décennies, mais finalement jamais vraiment appliqué par les Européens. Et en guise de mise en garde, les États-Unis agitaient, déjà en 1999, la menace de mesures protectionnistes avec la mise en place de nouvelles barrières commerciales. Tous les derniers articles de l'Express sur les batailles entre l'Europe et les États-Unis sont donc à lire dans notre grand dossier disponible en kiosque et sur le site l'express.fr. Vous pourrez aussi retrouver dans ce numéro un reportage en Iran alors que les manifestations et la répression se poursuivent, ainsi qu'une enquête sur le grand-père espion de Raphaël Glucksmann. Merci à Anne Marion, notre documentaliste, pour ses recherches. Cet épisode a été monté par Mélanie Pierre et réalisé par Jules Cros. Pour ne pas rater les prochains numéros d'Hier à la Une et découvrir tous nos nouveaux formats, pensez, chers auditeurs, à vous abonner à l'Express Podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine pour plonger à nouveau dans les archives de l'Express.